Bonjour et bienvenue dans Behind the Game, le format qui interviewe des professionnels du jeu vidéo pour vous en montrer les coulisses. Je m'appelle Clémence et aujourd'hui je suis avec Liam. Hello! Et aussi avec Alex Arbuzinski, qui est game et interface designer. Mais avant, petite parenthèse, n'hésitez pas à liker le podcast, à en parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Et aussi, on tient à remercier le Puzzling qui nous héberge dans ce magnifique endroit et à l'association Lyon Game Dev qui permet de nous aider. Eh ben, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et vous, du coup? Ben, écoute, content d'être là, tout simplement. Content d'être là aussi. Pareil, très contente de t'avoir avec nous pour t'interviewer aujourd'hui. On est tous contents. Alors, si je résume bien ton métier, d'après ton profil sur LinkedIn, c'est Game Interface Designer. Donc, ça regroupe l'UX, l'UI et le Game Design. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui connaissent pas forcément? Ça fait plusieurs métiers un peu en parallèle, mais en fait, oui, ça va être vraiment la jonction entre Game Design, UI Design, donc User Interface Design, et UX Design, donc User Experience Design. Donc ça va vraiment être la liaison entre ces métiers-là et justement les synergies qu'il peut y avoir entre ceux-là pour des choses plus intéressantes dans les jeux en fait et des problématiques plus variées. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'UX et l'UI plus en détail? Ouais, tout à fait. Alors faut savoir que de base l'UI en fait ça va vraiment être quelque chose qui est plus pour tout ce qui va être les interfaces de jeu, donc vraiment tout ce qui va être GUI, donc Graphical User Interface, et donc tout ce qui va être l'affichage des informations dans les jeux, parce que là voilà on va plus parler donc par rapport au jeu, mais il faut savoir que voilà ça touche de base dans tout ce qui va être domaine du web, affichage donc site internet, mobile, application, mais il y a également donc tout ce qui va être déclinaison jeux vidéo, et en fait donc c'est vraiment l'interface visuelle et la compréhension des informations qui vont être affichées et communiquées aux joueurs en l'occurrence, et l'expérience utilisateur ça va être vraiment l'utilisation et la communication entre l'humain et l'interface, le système, donc ce qu'on va plus communément appeler l'interaction homme-machine. Et en fait, l'UX ne va pas uniquement se cantonner en fait au sujet de l'UI, mais va être plus global et peut également être utilisé pour le game design en fait. Donc c'est là où c'est super intéressant parce que l'UX design n'est pas que pour l'interface et donc l'utilisation, donc les boutons, la navigation, les interactions, mais également la compréhension des systèmes, et donc ça englobe, ça va vraiment beaucoup plus loin que l'interface. Il y a un aspect où vraiment tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que l'UX lui est au service du game design, le game design est au service de l'UX. Ah oui, mais tout à fait, c'est ça. En fait, t'as vraiment la communication entre ces domaines-là qui est super importante, parce que un bon game design sans UX ne peut pas être bon, et l'UX design doit être donc au service de ça, mais il est également en fait dans tous les autres domaines, que ce soit dans le game art, dans le level design, le game design, l'interface, voilà, ça va vraiment toucher à tous les aspects du produit, du jeu. Et j'ai vu que tu étais freelance et que tu as alterné aussi des métiers à temps plein. Comment on fait pour alterner, parce que ça doit pas être évident forcément, parce que faut avoir la tête à plusieurs choses à la fois. Ouais, il y a un peu de ça. En fait, c'est vraiment un peu des phases comme ça dans ma vie où vraiment j'aime bien faire 2-3 jobs en même temps, par plaisir. Mais ouais, en fait, temps plein. En fait, faut savoir que moi, je suis que freelance, et quand je fais un métier temps plein, c'est un métier temps plein freelance. En fait, donc c'est des contrats comme ça avec des durées soit définies, soit indéterminées. Et en fait, c'est ça le temps plein, plus en fait d'autres missions freelance qui viennent s'ajouter à côté, donc sur mon temps libre. Donc, voilà, parce que j'aime bien faire des trucs un peu à côté aussi. J'aime bien vraiment bosser sur pluralité de projets, faire des trucs. Voilà, on s'ennuie jamais. Donc faut bien s'occuper dans la vie. Il faut bien s'occuper, c'est ça. Donc t'as un petit peu plus que 35 heures par semaine en fait finalement. Oula, ouais, non, les 35 heures, non, je les ai jamais eu, je crois, les 35 heures. Oui, non, en fait, non, en général, mes contrats freelance, pour ceux qui sont temps plein, c'est du 39 heures semaine, parce que j'ai travaillé avec des sociétés étrangères, en fait, notamment SteelSeries.
enfin plutôt 3D Game Trainer, mais bref. Et à côté, il y a la société Periple Studio, donc Tales Up, avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans déjà. Et avec eux, c'est vraiment dès qu'il y a du temps disponible, je leur accorde justement par rapport à ce projet-là. Donc ça va être surtout les soirs, les samedis, et puis un peu les moments pendant les vacances et tout. Vraiment métier passion. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important dans ce domaine. Du coup, actuellement, tu dis que tu es en poste à Tales Up. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce que tu fais au quotidien, etc. Oui, alors, disons qu'en fait, je suis leur UI UX designer. Je m'occupe également de la partie, toute la partie visuelle en fait de l'application, mais également comment ça va fonctionner, comment est-ce qu'on va mettre en place les features de jeu, comment est-ce qu'on va tout organiser en fait dans l'application mobile. Donc pour ceux, peut-être j'explique un petit peu ce que c'est le jeu. Oui, pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Pour faire très simple, Tales Up c'est tout simplement une plateforme mobile, donc qui est maintenant web également. Une plateforme sur laquelle en fait il y a des histoires interactives multijoueurs, donc sur la base des livres dont vous êtes le héros, mais qui se jouent à plusieurs, qui peuvent être en solo, en mode jeu de plateau, donc on joue là comme ça autour d'une table, ou en ligne. Donc moi, plus particulièrement sur ma partie, en fait, ça va être tout ce qui va être lié en fait à cette plateforme, comment on l'agence, comment est-ce qu'on va gérer la navigation, la compréhension, les éléments, les interactions, pour les rendre simples. L'expérience utilisateur au global. C'est ça, l'expérience utilisateur au global. Comment est-ce qu'on va expliquer le fonctionnement justement aux gens avec tout ce qui est onboarding, FTE pour être plus technique. Et en fait, également, en quelque sorte, la direction artistique de l'application, mais pas directement des histoires, parce qu'en fait, on travaille avec des artistes qui sont extrêmement talentueux, des 2D artistes. Mais moi, ma partie, ça va être vraiment de créer de la consistance, parce que c'est une plateforme sur laquelle on va mettre plusieurs histoires. Donc actuellement, on en a 21. Ah oui, quand même. Dont une saga de 8 épisodes d'1h30 au moins chacun. Donc c'est assez oui, il y a un conséquent. gros déjà. Et en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de créer de la consistance pour que y ait d'une histoire à l'autre, on s'y retrouve, que ce soit le même fonctionnement. Donc, parce qu'il y a des histoires qui sont sur le thème de la science-fiction, plutôt fantasy, plutôt enquête, du post-apo, et on a vraiment de tout. Et quand les joueurs vont passer d'une histoire à l'autre, il faut qu'ils retrouvent en fait les mêmes éléments, qui soient pas perdus en fait, mais qu'en même temps il y ait une ambiance différente par histoire, donc une identité qui leur est propre et une identité commune. Donc c'est vraiment cette particularité-là qui est intéressante. Si je comprends bien, du coup, c'est pas tellement des liens narratifs, mais plus des liens en fait effectivement vers l'utilisateur pour qu'à chaque fois il puisse en fait reproduire la même chose et qu'il soit pas perdu d'une histoire à l'autre. Ça va donc ça va être plutôt un travail d'interface en fait. C'est donc le positionnement des boutons, le fonctionnement, les animations qu'on utilise. Tout ce qui va être donc les modales, donc les pop-up, les informations en fait, à quel moment elles arrivent, comment on communique quelle information à quel moment, les objets qu'on récupère, le système d'inventaire, toutes ces choses-là en fait qui doivent être communes à toutes les histoires. Mais évidemment, donc chaque histoire a sa propre narration et sa propre diégèse et son univers visuel. Mais même dans l'univers visuel, en fait, dans les animations, dans les effets, il faut qu'il y ait de la consistance. En fait, on va pas mettre des animations ici ou là et dans une autre histoire complètement ailleurs, parce que ça peut créer justement des soucis de consistance. Quand tu dis consistance, est-ce que tu peux un peu plus En fait, la consistance, ça va être la cohérence dans le système, faire en sorte en fait que les joueurs, quand ils arrivent et on leur apprend quelque chose, parce que on apprend forcément. Quand on découvre un jeu, on le connaît pas. Donc on arrive et en fait, le jeu doit nous apprendre comment interagir avec lui, comment l'utiliser. La phase tuto. La phase tuto, mais les meilleurs jeux n'ont même pas de tuto. Ça, voilà, ou alors un tuto caché. Donc ça, c'est petite dédicace aux Half-Life qui font ça de manière vraiment exemplaire. Et Portal aussi, puisqu'on et les Portal également, voilà. Et en fait, la consistance, c'est faire en sorte que le système reste globalement le même du début jusqu'à la fin du jeu, peu importe ce qu'on y fait, mais il va y avoir juste des variations, donc des ajouts, parce qu'un jeu peut se complexifier au fur et à mesure de ce qu'on peut débloquer, des nouvelles features, des nouvelles mécaniques de jeu, mais le système reste le même, le jeu se joue de la même manière, les boutons resteront les mêmes, et c'est ça la consistance, en fait. Mais le but, c'est de pas perdre les joueurs, c'est de quoi qu'il arrive, de les guider dans la mécanique, de les suivre, c'est vraiment... C'est ça. En fait,
le but pour moi d'un bon jeu, ça va être, et là je vais citer Philippe Chambon, qui est un excellent UX designer, qui dit que en fait un jeu doit avoir une bonne difficulté, mais cette difficulté-là doit être liée au gameplay, donc à ce que au challenge du jeu, mais doit en aucun cas être liée à l'utilisation du jeu et à la compréhension du jeu. Ah oui, ça doit pas être entre guillemets de la faute du jeu, mais du joueur. En gros, c'est ça. Faut le faire comprendre que c'est la faute du joueur et qu'il soit pas frustré. En fait, qu'il se dise pas le jeu est trop dur parce que je l'ai pas compris. C'est le jeu est dur parce que je suis pas assez bon. Et donc je peux m'améliorer et je peux donc surpasser le challenge que le jeu me propose. Et pas que je me dise ah mais j'ai pas compris le jeu, je sais pas c'est quel bouton, c'est quelle chose qu'il faut faire, c'est où est-ce qu'il faut aller ou quoi, parce que ça c'est de la frustration. Et c'est lui donner du challenge, en fait, et lui donner envie de s'améliorer et pas lui mettre un mur qu'il va pouvoir franchir. En fait, voilà, il y a de la bonne frustration et de la mauvaise frustration. Donc, tu peux, par exemple, jouer aux jeux les plus difficiles que tu veux. Je sais pas si tu joues à Sekiro, par exemple. Tu très sais facile que comme jeu au passage. Très facile, voilà, c'est vraiment un jeu bac à sable. Et quand tu joues au jeu, en fait, le jeu t'apprend quand même à y jouer. Donc, t'as cette facilité à rentrer dans le jeu et à l'utiliser, à interagir avec, et du coup savoir comment déplacer ton personnage, comment te battre. Quelle feature tu peux avoir, donc quelle mécanique de jeu, quel objet tu peux utiliser à quel moment. Mais ça, en aucun cas, ça doit être quelque chose qui doit être difficile en fait à faire comprendre. Donc, parce que ça va créer de la frustration et les joueurs peuvent du coup abandonner et juste se dire que le jeu est mauvais en fait, qu'il a été mal pensé. Alors que même si le jeu est difficile, c'est là tout l'intérêt en fait, c'est que on ait toujours cette possibilité d'amélioration et de se dire en fait non, c'est de ma faute moi en tant que joueur qui suis juste pas assez bon et qui doit donc tryhard le jeu pour réussir. En plus, pour revenir à Tales Up, en plus c'est un jeu qui est principalement guidé par l'interface. Pour avoir un peu joué, donc si on n'a pas une bonne interface, on n'arrive pas à rentrer dans le jeu et on est frustré face aux éléments de l'histoire. C'est ça. Et c'est là en fait, moi par rapport à mon rôle, c'est faire en sorte que l'interface soit intuitive, accessible. Bon, l'accessibilité, c'est un terme un peu particulier parce que ça va plutôt être pour les personnes qui ont besoin d'accessibilité. Mais là, nous, on parle d'accessibilité dans le sens où, en fait, ça va être pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que nous, Tales Up a été pensé pour les personnes qui sont pas forcément des joueurs. Ok. Donc ça peut être, par exemple, nos parents, s'ils sont pas joueurs, ils peuvent quand même jouer à Tales Up. Moi, j'ai fait énormément de QA avec ma mère. C'est quoi un QA pour ceux qui connaissent pas? Quality Assurance, donc ça va être vraiment la personne qui, QA, le métier de QA consiste à, c'est pas mon métier, mais j'explique un petit peu, consiste donc à tester les fonctionnalités du jeu et tester à quel moment est-ce que le jeu ne fonctionne pas comme prévu, et donc tester absolument toutes les possibilités, tout ce qu'on peut faire dans le jeu pour faire des rapports pour les développeurs, pour améliorer, ensuite corriger les soucis qu'il peut y avoir, et éventuellement proposer des améliorations. Mais quand je parle de faire du QA avec des gens, c'est tout simplement faire des tests, des sessions de tests, juste mettre le jeu entre les mains de gens qui connaissent pas et juste observer, noter, prendre des remarques et juste voir si ça marche en fait, tout simplement. C'est ce que les gens sont perdus ou est-ce qu'ils arrivent à utiliser le produit comme prévu en fait. Si je résume bien, du coup, ce que tu viens de nous dire, en fait, tu as un poste avec une grosse responsabilité, mine de rien, pour le studio, pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est-à-dire que finalement, si tu te foires, les joueurs, ils s'en vont et vous perdez en fait, les gens qui peuvent potentiellement être intéressés par le jeu. Oui. C'est bien résumé. Oui, non, pour un petit peu étayer le sujet, effectivement, c'est vrai que y a une certaine part de responsabilité vis-à-vis des joueurs. Après, l'avantage de ce métier-là, c'est qu'en fait, c'est un métier qui est énormément basé sur l'itération. C'est-à-dire que c'est rarement parfait du premier coup. Et en fait, ça va demander de tester, d'analyser, de reconnaître un petit peu les comportements, les fameux tests AB. Alors, l'A/B testing est une particularité de test, effectivement. Mais il y a tout un tas d'autres protocoles de test qu'on peut mettre en place. Mais moi, ce que j'aime bien, le plus classique comme test, c'est vraiment mettre le produit dans les mains de quelqu'un et juste l'observer, cette personne en train de jouer, et prendre des notes en fait, sans expliquer ce que c'est le jeu, comme si elle découvrait de manière naturelle. Bon, même si ça l'est jamais vraiment, c'est toujours un peu biaisé. Mais par rapport aux responsabilités, donc ce que tu disais, Clémence, par rapport à l'entreprise, non, ça va pas les mettre particulièrement dans l'embarras.
Mais faut savoir que c'est très important en fait justement de corriger assez rapidement les soucis parce que ça peut être bloquant, ça peut justement nuire à l'expérience de jeu et ça c'est vraiment le terme le plus important dans mon métier, ça va être l'expérience de jeu, l'expérience d'utilisation du produit et la compréhension de celui-ci. Et donc si les gens arrivent en fait dans l'application et juste sont bloqués parce qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas où aller ni enfin si jamais ils souhaitent faire une action précise dans le jeu et s'ils savent pas comment la faire, là c'est bloquant. Et là c'est gênant, donc c'est ça justement qu'il faut corriger et rendre ça intuitif, compréhensible et trouver des solutions efficaces et smart. Et donc, en fait, au final, tu es plus ou moins ergonome. Et comment on en arrive à ce métier? Est-ce que tu as fait des études d'ergonomie? Au contraire, est-ce que tu as plutôt fait des études de jeux vidéo en général? Parle-nous un peu de toi et de ton parcours. J'ai absolument pas fait d'études en ergonomie. Voilà. Je suis un imposteur. Non, Mince. mince, voilà. Non, en fait, moi, j'ai fait, alors de base, moi, je suis designer graphique. En fait, avant d'avoir fait des études de jeux vidéo, moi, j'ai fait 2 ans en design graphique. Et c'est seulement après que j'ai fait 3 années de game design, donc Belcourt École. Et en fait, j'ai fait un peu un mix des deux qui m'a permis de débloquer un nouvel arbre de compétences qui est donc l'ergonomie. Et j'ai fait énormément de recherches là-dessus. En fait, je me considère clairement comme autodidacte sur toute la partie ergonomie, UX, UI en fait, parce qu'on n'a pas eu particulièrement de formation par rapport à ça. Mais les événements entre les projets d'école à côté de ça ont fait que je me suis vraiment spécialisé dans cette branche-là. T'as mélangé les deux et tu t'es dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, mon Dieu. C'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en sortais pas trop mal. Les gens se disaient que ouais, c'est plutôt cool, ça fonctionne et tout. Donc, plus ça allait, plus je me disais que en fait, j'ai l'impression que je suis bon là-dedans. Et donc, j'ai creusé le truc jusqu'à aujourd'hui, être lead UI UX sur certains projets. Donc, par la force des choses. Ça fait plaisir. Et par contre, ouais, c'est une bonne responsabilité, mais je pense que c'est de la bonne responsabilité parce qu'en fait, c'est des choses que moi, je trouve super intéressantes. Donc, Et avec tout ce bagage que tu as eu à la sortie d'école, tu as fait quoi exactement j'ai travaillé pour Wanadev en sortie d'école parce que mon stage de fin d'études était à Wanadev et j'ai directement enchaîné avec un poste chez eux. Je faisais déjà Tales Up aussi à côté. Donc, dès la sortie d'école, c'était déjà double job. Parce que Tales Up, c'était un projet étudiant à la base, c'est ça? C'est ça. En fait, au tout début, Tales Up s'appelait Pick a Story et c'était un projet étudiant donc on devait faire un projet en fait de free-to-play mobile. Et en fait, on avait vu un potentiel assez incroyable dans ce jeu-là et on s'était dit en sortie d'école que c'était un peu dommage de le laisser dans les cartons, dans un placard. moisir, c'est ça, en mode voilà, il va dépérir et puis tant pis, ça restera un projet parmi d'autres. Alors qu'en fait, il y a un potentiel, il y a un truc. Et en fait, comme c'était novateur et on y voyait vraiment une opportunité, on s'est dit on va le faire. Et puis donc on a réussi à motiver du monde, donc on a assez rapidement monté une équipe et de gens hyper passionnés et vraiment à fond par le projet. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est né Tales Up. Donc ça a payé à la fin, j'ai l'impression. Alors, ça dépend ce qu'on appelle ça a payé. Oui, le jeu fonctionne et il a été sorti, les gens adorent. Après, il n'a pas encore rencontré le succès qu'on espère, ça prend du temps. Mais faut savoir que on est très fiers, très satisfaits en fait de ce qu'on a réussi à faire. D'ailleurs, l'équipe est très compétente et ils sont très forts et très doués, donc on a vraiment pu faire des choses super intéressantes. Et surtout, on est content parce qu'en fait, on l'a vraiment décliné. Donc, il y a la version mobile, il y a la version jeu de société, il y a la version web, il y a tous les modes différents de jeu qu'il y a à l'intérieur, les 21 histoires comme j'ai pu le mentionner. Enfin, vraiment, c'est un travail titanesque qui a été fait durant ces années. Et surtout, on est super content par rapport au Pégase, aux nominations. Donc, pour les Pégases, pour ceux qui connaissent pas, c'est un César du jeu vidéo, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et il a été nominé dans quelle catégorie? Alors nous, on avait candidaté dans meilleure accessibilité, meilleur système d'exploitation et meilleur jeu vidéo mobile. Donc on a eu le Pégase du meilleur jeu vidéo mobile, donc on est très contents. C'était belle surprise. Et nominé donc dans les 2 autres catégories. Meilleure accessibilité et meilleur système d'exploitation. Après, accessibilité, faut savoir que nous, bien que notre application soit très facile à utiliser, donc vraiment pensée pour les non-joueurs presque,
Donc avec très peu de choses à apprendre finalement, donc assez facile de rentrer en jeu, juste jouer parce que c'est du texte et des boutons, donc difficile de faire plus simple. Mais accessibilité, je pense que c'était surtout par rapport à des options d'accessibilité pensées pour les joueurs et les joueuses qui ont des difficultés justement dans les jeux, qui ont des besoins spécifiques, donc soit des soucis liés à la vision ou à la motricité. Et donc ça, pour le coup, on n'a pas d'option justement par rapport à ça. Donc c'est quand même une belle consécration parce qu'on est passé d'un jeu, un petit projet étudiant finalement entre potes, à un jeu qui mine de rien a été nominé dans 3 Pégases et en a gagné un. Donc t'as la victoire modeste, mais il faut quand même c'est une belle victoire. Ouais, belle satisfaction effectivement, belle prouesse. L'équipe est super contente, donc non, vraiment on est très fiers de ça. Ouais. Et tu travailles encore aujourd'hui du coup avec ces mêmes personnes-là? Ouais, c'est ça. En fait, comme je suis leur UI UX attitré, je fais également plein d'autres trucs, hein. Il y a aussi tout dans un peu de marketing, un petit peu, enfin, création de visuels, création de choses, enfin, un peu moins maintenant, mais à la base, c'était moi qui faisais ça. Et également un petit peu, sur tous les sujets, également impliqué dans les décisions de design, un petit peu, stratégie par rapport à l'application. Mais ouais, non, ça fait maintenant, 4 belles années et ouais, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis tu as un sacré nombre de cordes à ton arc parce que finalement tu fais du design et graphique et du game design, des interfaces, de l'ergonomie. Ouais. Qu'est-ce que tu nous caches encore comme compétence? Je suis aussi intervenant. C'est une belle compétence. Enfin, ça demande d'autres types de compétences. Donc je voulais développer un petit peu les compétences en pédagogie. Et curieusement, j'y arrive pas trop mal, donc et jury aussi. Et jury, oui, c'est vrai. Donc ouais, non, j'aime bien en fait. J'ai envie de tout faire. J'ai envie de tester plein de trucs et m'améliorer un peu dans tout. Et en fait, je me rends compte que plus je teste des choses, plus ça améliore d'autres domaines. Donc en fait, il y a vraiment une synergie dans tout ça. Plus je sais pas, meilleur en game design, ça améliore mes skills en UX, qui améliore en interface, qui améliore du coup globalement mes interventions en école. Du coup, je donne des cours plus pertinents, plus intéressants. Effet domino, c'est ça. Un peu. C'est ça. Tu maîtrises le jeu de la vie en faisant des combos, en fait. Voilà, c'est totalement ça. Oh là là, mais quel homme. Et t'as mentionné Wanadev. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Wanadev pour ceux qui connaissent pas et parle-nous-en Wanadev, c'est une très belle société web de base, mais qui fait également de très belles expériences VR. Alors, même en VR, ils font les expériences de jeux. Donc pour tout ce qui va être salle d'arcade VR, ils font des jeux VR pour Steam et autres plateformes, Oculus, tout ça, et d'autres produits VR, donc là qui sont plutôt pour du B2B, donc c'est vraiment plus du serious game, voilà, c'est ça. Donc ils font une expérience vraiment plus axée pour des professionnels, donc par rapport à la formation pour les risques liés au feu, incendie, les mesures à prendre. Si on ne sait pas comment éteindre un feu, on fait une formation VR et on l'éteint virtuellement. Exactement. Donc ça, vraiment, il touche à tout. Donc c'est ça que moi je trouvais incroyable en fait je trouve toujours incroyable avec eux, c'est que vraiment ils font de tout et ils ont des équipes vraiment très très qualifiées, très compétentes. Donc voilà. Et c'est rigolo parce qu'en fait à la base. Pour travailler chez eux, en fait, j'étais passé par le formulaire client de base, que je m'étais dit de toute façon, mon CV sera jamais, ils vont jamais le voir, quoi. Je veux dire, tout le monde sait comment ça marche. Et donc j'étais passé comme ça par le formulaire client, en disant j'ai vu que vous faisiez des chouettes expériences VR, je serais très curieux de les tester, je n'y connais pas. Moi-même, j'ai fait un jeu VR à l'école, ça me ferait plaisir de vous le montrer, que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc si vous êtes dispo, on va se boire un café. Et je m'attendais à rien. Et le lendemain, je reçois une réponse, ils me disent viens dans nos locaux. Je fais très bien. Comme quoi le culot des fois, ça passe. C'est vraiment mon meilleur conseil, faut y aller au culot. Vraiment, ça marche. On oublie, mais des fois les gens ils sont sympas quand même. Ouais, c'est ça. Faut juste pas que ce soit bizarre, awkward, forceur, c'est ça. Enfin, faut pas venir avec le CV dans la main en mode tiens, je cherche du travail. Ouvrez-moi la porte. C'est ça. Non, faut juste dire. En fait, faut que ce soit naturel. Faut venir et dire tiens, ça m'intéresse. Juste quelques questions, tout ça. Moi-même, j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et de fil en aiguille, on peut trouver des opportunités comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé mes opportunités les plus intéressantes. Mais pour en revenir à Wanadev, c'est quoi déjà la question? Qu'est-ce que t'as fait à Wanadev? Ah oui, je sais plus. Multicasquette aussi. Multicasquette encore. Dès le début, mais voilà, il y a plus de surprise. Voilà. Je suis arrivé
Ils m'ont dit on va avoir besoin de game design pour résoudre des soucis, parce qu'en fait ils ont jamais eu de game designer avant moi, faut le savoir. Donc autant ça m'a fait plaisir de savoir que j'étais le premier, autant ça m'a mis un stress pas possible et une responsabilité assez alors que j'étais stagiaire. Donc, c'est pas vraiment de la responsabilité, parce que d'un autre côté, bon, comme je suis uniquement stagiaire, il y avait pas non plus ça pouvait pas être de ma faute ou quoi si jamais les choses marchaient pas bien, mais comme je m'impliquais à fond, eux ils trouvaient que ça marchait bien, et du coup ils m'avaient assez rapidement mis sur plusieurs chantiers à la fois. Et comme ils développaient plusieurs projets de jeux, parce que c'était des petits projets avec des petites scopes d'expérience VR pour les salles d'arcade, donc les LBVR, les salles la VR en box, donc les 2 mètres sur 2 mètres, 2 mètres carrés, le warehouse, etc. Donc il y a différents types d'expériences en fait. Warehouse, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on a le PC dans le dos en fait, et on peut se déplacer librement dans un... Ah, les backpacks. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est un format entrepôt, donc warehouse en fait, où les gens peuvent se déplacer librement dans un espace fermé. Et du coup, ça, c'est les expériences. On peut vraiment faire des choses chouettes, parce que il y a pas ce côté on est debout et on bouge pas en fait. Enfin, on reste sur place et on peut juste bouger les bras. Donc c'est plus de liberté, plus de possibilités de jeu assez tu intéressant. prends pas le fil sur la tête. Non. Justement, c'est plus intéressant. Et donc moi, je suis arrivé en fait. Premier challenge, c'était résoudre des problèmes de design sur le jeu qui s'appelait Daedalus à l'époque, et en fait qui est devenu Out of the Tomb. Donc un jeu de momie, et ça c'est très rigolo parce qu'en fait le projet, donc ils étaient bloqués là-dessus, ils n'arrivaient pas à le rendre intéressant, les joueurs comprenaient pas, ils étaient un peu bloqués avec ce projet-là. Et donc c'était un super challenge, parce que j'arrive en fait, je me dis tiens, on pourrait faire ça, on pourrait tester tel truc et tout. Et donc assez rapidement, là je fais que du game design. Donc je design un petit système qu'on réfléchit avec les autres, voilà, on valide tout ça, on dit on va tester ça. On fait des tests. Et là, les joueurs, ils se disent, mais en fait, c'est trop bien. On passe vraiment des moments incroyables, c'est très chouette. Et c'est là où je m'étais dit, en fait, c'est vraiment, je suis content d'avoir fait ce job, ce métier, parce qu'en fait, on s'en rend compte que quand vraiment on voit les joueurs prendre plaisir justement à jouer à notre jeu que nous on a pensé. Et en fait, le moment de cette satisfaction, c'est ça. C'est vraiment un sentiment assez particulier que j'aime beaucoup. Et en plus, quand c'est un travail d'équipe, c'est encore mieux, parce que tu sais que tu n'as pas fait ça tout seul, donc tu as aussi les autres gens, et en fait, on est contents ensemble. On s'est dit, mais trop bien, on a réussi à faire un truc, et les gens passent un bon moment. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en plus, pendant les phases de test, on se rendait compte que les joueurs essayaient de tricher un petit peu. Du coup, on se disait, mais en fait, c'est marrant, on va peut-être pas l'enlever, parce qu'en fait, les joueurs se sentent malins quand ils trichent. Et du coup, des fois, dans les jeux, des fois, c'est intéressant de pas les bloquer par rapport à ça. Parce qu'un joueur qui se sent malin, c'est un joueur qui prend du plaisir à jouer à ton jeu. Donc c'est ça aussi, c'est ces questions-là qui sont... L'illusion qui triche, mais en fait... L'illusion qu'en fait, il est plus malin que le jeu, mais en fait, tu l'avais prévu. Le game designer, il a 4 trains d'avance par rapport à toi, en fait. C'est ça. C'est bien. Et donc, il y avait tout un tas d'autres projets. Donc en fait, aucun projet ne ressemblait à un autre. Donc, petite anecdote rigolote, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur 2 projets qui étaient vraiment radicalement opposés. Et du coup, j'arrivais, le matin, je bossais donc sur le jeu Aqualia, donc qui était un jeu VR pensé pour les enfants. Donc vraiment âge 12... Rose, palette, gentil, mignon. Entre 10-15 ans. Ouais, c'est ça, très mignon. En fait, un jeu qui se passait sous l'eau, et c'était de la chasse au trésor. Donc en fait, t'étais là, on avait réfléchi à des systèmes de déplacement sous l'eau, donc il y avait des espèces de trottinettes sous-marines, un peu comme ça, on devait pédaler avec les mains, et c'était une interaction super intéressante à faire en VR, parce qu'en fait les gens ils pédalaient comme ça, et du coup tu pouvais te déplacer dans la direction que tu voulais. C'était super intéressant, et en fait il fallait trouver des trésors, des coffres, des trucs, et donc juste les ramasser, ça validait, ça donnait des points, donc c'est un jeu de scoring en temps limité. Toutes nos expériences étaient en temps limité, évidemment, et pour les coffres on avait trouvé un truc pour faire coopérer les joueurs, et ça c'était un truc du UX mêlé du game design super intéressant. En fait, on avait conçu des coffres avec des trésors à l'intérieur, mais pour ouvrir le coffre, il fallait pas trouver des clés ou quoi, il fallait mettre sa main. Mais il y avait juste la main droite qui marchait, ou gauche, je sais plus. Et en fait, on en avait mis 2 ou 3 comme ça, côte à côte. Et les enfants, en voyant ça, ils se disaient, mais j'ai pas 3 mains droites. Donc comment je fais? Et du coup, ils appelaient leurs potes. Parce que c'est un jeu multijoueur. Sauf qu'il y a qu'un trésor à la fin, il y a en quelque sorte. Non, il y en a plusieurs et tout, mais en fait, les trésors, c'est pour tout le monde, c'est en équipe. Ok. Donc ça va, tu vois, on peut pas piquer le trésor d'un autre. Oh, dommage. Après, c'est pour les enfants.
Ouais. Ça aurait été pour nous, ça aurait été un jeu un peu plus vénère. On serait tapé Je vais faire en un truc vrai à la où fin. tu peux taper sur les gens, les taper avec les trésors et tout. Et donc ça c'est super intéressant parce qu'on a fait des tests et vraiment ça m'est resté en fait, c'est que il y avait également les parents qui jouaient et les parents galéraient plus que les enfants. Et j'ai une question. Oui. Est-ce que les enfants et les parents, ils avaient ce réflexe de, quand on regarde un film où on est un peu sous l'eau, on a le réflexe de retenir un peu sa respiration. Et est-ce qu'en VR, il y avait ce côté-là où du coup, au bout d'un moment, c'était, faut que je respire quand même parce que là, je suis en train d'oublier parce que je suis sous l'eau. Alors pour le coup, ça on n'a pas trop eu parce que les gens en fait, ils sont rapidement pris au jeu en fait. Dès le début en fait t'es sous l'eau en fait et t'as ton personnage et tout, donc non, t'as pas eu trop ça. Mais t'avais des gens qui essayaient des choses sous l'eau en fait, qui se sont vraiment immergés dans le truc pour le coup et qui s'y sont crus. Par contre, c'est plutôt quand on faisait les jeux de zombies où là, par contre, là, c'était une autre paire de manches. Pas pour les enfants, j'espère. Ne traumatisons pas les enfants quand même. Ça, je peux pas le dire. On a fait tester des enfants jeux de zombies aussi. Et en fait, pour revenir sur mon anecdote, donc le matin, je bossais sur ce jeu-là pour les enfants, et l'après-midi sur les jeux ultra violents de zombies, genre qui font super peur avec du sang dans tous les sens. Tu peux défoncer des zombies à la tronçonneuse. Et je me disais, mais en fait, rien à voir. Et vraiment, je passe du coq à l'âne dans la même journée, en fait, et je trouvais ça incroyable. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai passé des super moments en fait là-bas à Onadev et des belles tranches de rigolade. Surtout pendant les phases de test où les gens, tu les vois hurler en fait dans le casque VR. Vraiment, ça les prend aux tripes en fait. Donc voilà. Et encore une autre, j'ai trop d'anecdotes. Mais en même temps, c'est la VR. C'est la VR, mais c'est vraiment magique comme truc. C'est parce que les gens, en plus, c'est des gens qui faisaient pas beaucoup de VR qui jouaient à ces expériences-là. Enfin, voire même des gens qui n'en avaient jamais fait avant, qui n'avaient même jamais joué à des jeux. Donc forcément, pour eux, c'est nouveau et donc l'immersion est totale. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, pour revenir à Qualia, c'est carrément Com de Persin, gérant de Onadev, qui m'a lui-même félicité pour Aqualia en me disant qu'il avait passé un super moment avec ses enfants. Et c'est là où je m'étais dit, ouais, en fait, il y a moyen de faire des choses vraiment incroyables dans les jeux VR. Et ça, je me souviens, enfin, vraiment, c'est meilleur souvenir, c'est quand quelqu'un vient te dire qu'il a un souvenir incroyable, pour le coup, avec ses enfants. Mais même avec des amis ou quoi, vraiment, c'est ça la beauté de la chose, je trouve. Et en parlant de ces moments, est-ce que tu as un moment qui t'a fait que toi peut-être que tu as dû faire en QA ou faire tester à des gens, t'as eu les réactions les plus improbables ou puis les plus rigolotes que tu as dû avoir parce que forcément... Il y en avait plein. Moi, les meilleures réactions, c'est ce que j'adorais, c'était quand les gens quand ils avaient peur dans les jeux. Enfin, c'était surtout les jeux de zombies, les propagations, vraiment là, on se tapait des barres incroyables en fait. Quand ils jouaient, mais après des situations vraiment où on s'est marré. Ouais, c'est quand les gens font n'importe quoi en fait. Quand ils essaient de tricher dans le jeu, de juste casser le jeu et des fois ils arrivent et du coup ça donne des situations incroyables. Moi je me souviens vraiment le plus drôle, c'était juste un test en interne, donc c'était juste entre nous et on avait glitché le jeu Out of the Tomb. En fait, on avait trouvé qu'il était possible de se cacher dans le décor, dans les statues. En fait, c'est un jeu avec des flingues et on pouvait donc se tirer entre nous, entre les joueurs. Et donc il y avait cette mécanique où en fait il fallait se mettre sous un truc de jarre en fait dans le labyrinthe. En fait, il y avait de l'or qui nous tombait dessus, on gagnait des points et tout ça. Et donc t'avais les deux pièces, donc c'était un peu comme un système de capture de drapeau. Ok. Donc vraiment deux salles et les joueurs en fait doivent aller dans la salle de l'autre équipe pour récupérer leur or et le ramener dans sa propre salle à soi. Et en fait, on pouvait se planquer dans les statues. Et ce qui était incroyable, c'est que le jeu n'était pas prévu pour ça. Et donc, t'arrivais dans la salle des adversaires et tu croyais qu'elle était vide, il y avait rien. Et tu voyais juste la statue avec un flingue qui sortait de la statue et qui commençait à te one-shot. Et on s'est tapé des barres, mais incroyables, vraiment. On a tellement ri, vraiment, les gens, ils en avaient marre, je pense, dans le bureau. Parce qu'on jouait, on était 2-3 à tester le jeu et vraiment on riait tellement fort que les gens ils en pouvaient plus. C'était vraiment incroyable parce que quand tu trouves un truc comme ça et tu crées des situations, ça porte un nom d'ailleurs, je l'ai plus en tête. Oui, quand tu trouves toi-même un truc dans le jeu en fait, c'est je sais plus si vous l'avez ou peut-être le terme. J'ai pas le terme malheureusement aussi. En dehors peut-être, si on a qui ont le terme. Bref, en gros, il y en a qui voient, mais en gros, ouais, donc quand tu trouves une mécanique qui n'est pas prévue par le jeu ni par les développeurs, et tu t'en fais pour vraiment rendre le jeu encore plus fun.
Donc voilà, c'est vraiment dommage, j'ai plus le... Ça doit être le moment de magie où tu découvres quelque chose de nouveau en plein test. Bah c'est ça, et c'est là où tu te poses la question, est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'on le garde? Et ça c'est pas évident en game design, tu te poses la question en mode, bah, ton jeu est plus fun comme ça, mais il n'a pas été pensé pour. Est-ce que je trixe l'équipe adverse et les joueurs? Est-ce que je garde pas? Est-ce que je prends une position de statut? J'imagine bien pouvoir rester comme ça en statut. On verrait avec le casque. Petit moment où tu deviens Ça marchait naturel. vachement bien. Je suis curieux quand même sur ton Behance. T'as affiché fièrement l'un des projets de Wanadev qui s'appelle Propagation Top Squad, qui est dans la série des propagations. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler, parce que j'ai l'impression que c'était l'un des plus gros projets sur lequel t'as travaillé? À Wanadev, oui. En fait, c'était le projet avec la plus grosse scope. Donc, projet duré vraiment plusieurs mois. Et en fait, c'était le projet également avec le cahier des charges le plus complet, le plus fourni. Il faut savoir qu'en fait, le propagation Top Squad, donc, il s'inscrit dans la lignée des propagations, mais pensait différemment, parce que les propagations, en fait, donc les 3 premiers épisodes qui ont été réalisés par l'excellent Nicolas Van Cassel, donc vraiment excellent, très bon technical game designer, c'est tout faire. Et donc il a fait les 3 premiers jeux propagation et qui sont vraiment des jeux d'horreur, donc soit solo, soit à 2. Mais qui sont pensés en fait dans des environnements fermés. En fait, on va rester sur place en fait, et les ennemis viennent à nous par vagues en fait. Et Top Squad, lui, était pensé différemment, parce qu'en fait, le cahier des charges venait en fait de tous les opérateurs de salles d'arcade qui disaient, ah bah moi il me faut une expérience où il y a telle particularité, donc il se joue de 1 à 8, donc il peut être à la fois solo et à la fois jusqu'à 8 joueurs. C'est énorme le différence. C'est énorme, ouais. Qui doit se jouer en 20 minutes. Pas plus, avec un tutoriel qui doit être inclus dans les 20 minutes. Donc ça crée challenge. Il doit y avoir, donc ça après on s'est rajouté nous-mêmes des petites contraintes, mais il doit y avoir plusieurs armes. Donc on voulait que les joueurs puissent justement changer d'arme et tout, d'avoir une certaine flexibilité par rapport à ça. On voulait que les joueurs puissent changer d'arme en cours de partie, donc c'est pas en mode tu choisis au début et tu gardes l'arme jusqu'à la fin. Ah bah oui, parce que sinon si tu prends une arme au début et qu'elle te va pas... Exactement. T'es coincé, ouais. Et donc il va y avoir une progression intéressante, il doit y avoir une sensation de voyage, d'exploration, donc ça aussi à prendre en compte. Et après voilà, et avec un thème, donc voilà, évidemment thème zombie, mais qui fait pas peur, plus vraiment action que horrifique. Et tout ça en 20 minutes. Donc. Et tout ça en 20 minutes. Voilà. Donc nous évidemment on se dit ça va le faire. C'est un petit challenge intéressant, mais on a quand même trouvé des solutions intéressantes. Et donc moi je suis venu avec une idée qui était que en fait on allait faire en sorte de se déplacer dans toute la ville en fait. Donc on va avoir un système de téléportation de notre joueur, parce que on fait face en VR à la plus grosse problématique qui est donc la cinétose, donc motion sickness, qui est le fait d'avoir un peu le mal de mer en fait en jouant en VR, quand on a un déplacement qui est artificiel, donc non naturel, et qui fait que les gens qui sont pas habitués en fait peuvent tomber malades, avoir des maux de tête. C'est vrai, toi du coup ça te le fait. Et donc pour pallier à ces soucis-là, on met en place des systèmes comme la téléportation. Donc soit le joueur est statique, donc tout le jeu se passe autour du joueur, soit nous on se déplace par téléportation instantanée. Donc on fait des transitions comme ça rapides, et les joueurs en fait simulent ce déplacement-là qui est certes moins immersif, mais qui a le mérite de ne rendre malade personne. Et il y a aussi toujours la contrainte de le rendre accessible au plus grand nombre, comme tu as mentionné avant, exactement. Et en fait encore plus grand nombre, vu que c'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu d'action, et du coup ça va parler à encore plus de gens, parce qu'il y a des gens que juste les jeux d'horreur ça les intéresse pas, ça leur fait trop peur et du coup ils veulent pas jouer, alors qu'un jeu d'action, ça pour le coup c'est beaucoup plus accessible pour le coup par rapport à ça. Et en fait on est venu avec la solution donc d'une progression comme ça. On passait en fait de phases couloir à des phases plus de défense de lieux, donc avec des vagues d'ennemis qui viennent, où en fait on a justifié ça narrativement par des systèmes à réactiver avec des antennes, donc qui justifient. Donc il y a le d'ailleurs en UX design il y a eu pas mal de challenges, parce qu'il fallait faire comprendre qu'il y a un chargement de l'antenne qui correspond au fait qu'il y a des vagues d'ennemis qui arrivent, donc ça attire les ennemis, le bruit, plus faire comprendre qu'il y a un certain délai, plus le fait que c'est une zone fermée, tout ça. Donc pas mal de challenges qui sont venus entre temps, et en plus débloquer des armes sur la route. Donc au début on commence avec des armes assez basiques, donc des pistolets, des
fusils à pompe, et ensuite on débloque des fusils mitrailleurs, des lance-flammes, des fusils à canoncier, des trucs comme ça vraiment assez incroyables, jusqu'à la dernière arme qui est vraiment incroyable, où les joueurs vraiment ils adorent, ils se font plaisir. Et pour le tutoriel, donc l'onboarding, on a fait un truc en 3 minutes, top chrono, où on doit apprendre aux joueurs à se déplacer, à bouger autour d'eux, parce que l'action se passe autour d'eux. C'est pas comme un Beat Saber où tout se passe devant toi, où t'as juste à regarder en face de toi et ça vient vers toi. Là, c'est vraiment, ça se passe autour de toi. Donc ça aussi, il faut l'apprendre aux joueurs, parce que les joueurs, ils vont naturellement, en fait, ils vont pas forcément regarder autour d'eux. Ils vont juste rester un peu fixés de peur de faire une bêtise, en fait. J'ai l'habitude de regarder l'écran tout droit. C'est ça. En fait, les gens, ils ont pas l'habitude que ça se passe à 360 degrés. Et surtout, ils veulent pas faire de bêtises et ils osent pas, en fait. On s'est rendu compte que vraiment le plus gros souci en VR grand public pour les non-joueurs, c'est que les gens, ils osent pas, ils ont peur. Et du coup, faut les obliger quelque part à sortir de leur zone de confort et à tester des choses. Et du coup, on avait trouvé une solution. Donc, ils doivent se déplacer jusqu'à un poste de tir. Donc, tout se passe dans l'obscurité et t'as juste des points de lumière qui apparaissent et qui te font comprendre que tu dois aller dans les points de lumière. Et oui, les points de lumière vont guider naturellement. Exactement, c'est ça. Et on fait comprendre avec des visuels qu'il y a tel joystick sur la manette qui te permet de te déplacer. Et on fait ça touche par touche. Donc au début, il y a qu'une seule touche qui fonctionne. Donc si tu appuies sur les autres touches, tu vas pas casser le jeu en fait. Donc tu peux faire qu'une action. Okay. Et donc t'obliges à apprendre et à valider sur tous les points. C'est ça le plus important en tutoriel, c'est de valider le fait que le joueur, la joueuse va comprendre la mécanique que tu veux lui faire comprendre. Et ensuite, donc voilà, le poste de tir, t'arrives et t'as des cibles qui vont apparaître tout autour de toi. Les premières cibles apparaissent en face. Donc tu prends l'arme, tu tires sur la cible et les cibles vont petit à petit se décaler en fait, jusqu'à ce que tu sois obligé de tourner. Et là, ça va apprendre subtilement aux joueurs. Il a appris à tirer en face et maintenant il se dit bah. C'est ça, parce que les joueurs ils vont pas faire tirer derrière eux comme ça en fait. Ils vont se tourner. Donc forcément, c'est comme ça que tu fais comprendre que en fait dans le jeu, tu peux tourner. Et après, on les lâche dans le jeu. Ils arrivent, il y a le lobby, tout ça. Tous les joueurs arrivent et ils peuvent commencer à jouer. Donc voilà. Alors, du coup, tu nous disais qu'en fait, la difficulté finalement avec les joueurs, c'était un peu de les faire vraiment rentrer dans un autre monde et effacer les limites de notre réalité. Et une fois qu'ils ont pris ça en main, comment tu les accompagnes en fait dans le jeu pour aller jusqu'à la fin et éviter justement que l'expérience puisse mal se passer pour eux? Alors ça dépend ce que tu appelles par mal se passer, parce qu'il y a plusieurs moments dans le jeu où ça peut mal se passer, si l'expérience ne correspond pas à leurs attentes. Tu vas avoir tout ce qui va être lié justement ce que je racontais par rapport à la cinétose. Donc la motion sickness c'est vraiment le plus important, le truc qu'il faut penser dès le début de l'expérience. Comment on va gérer ça? Parce que ça arrive à combien de personnes? C'est une majorité? C'est un pourcentage ou quelque chose? C'est toutes les personnes ont une sensibilité différente. Personnes qui ont mal de voiture, mal de mer, ça va dépendre. C'est vraiment lié en fait à notre faculté de proprioception. Donc vraiment, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais il y a des personnes qui sont évidemment plus sensibles que d'autres, des personnes qui sont très sensibles et d'autres qui vont gérer ça plutôt bien. Et ça va également dépendre de leur vécu avec la VR. Est-ce qu'ils en ont déjà fait? Est-ce que ce sont des débutants, novices, ou est-ce que ce sont des gens confirmés qui ont déjà fait beaucoup d'expériences VR, qui ont déjà testé des expériences un peu plus hardcore, on va dire. Nous, petite anecdote, à Monadev, on s'amusait à faire une expérience de centrifugeuse en VR, et du coup, ça nous détruisait le cerveau, mais ça nous rendait vraiment. Après, on était immunisés. Je comprends la souffrance. J'ai fait la même chose sur Trackmania Turbo version VR où tu faisais des loopings pendant 1 heure en VR. Je comprends la souffrance. on a fait un truc avec l'expérience ultime. On a mis donc avec le casque et tout, ventilateur devant, à fond, une personne derrière qui secoue le siège. Oh, la torture. Et l'expérience en fait de centrifugeuse qui était en fait une centrifugeuse verticale comme ça, donc comme dans une roue à hamster, et qui allait de plus en plus vite. Et avec le truc qui te secoue et tout à la fin, mais même moi, qui faisait de la VR tous les jours pendant des mois, j'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de me flinguer, c'était vraiment terrible. Et voilà, donc on se faisait souffrir entre nous, mais c'était de bonne guerre, on se le faisait entre nous comme ça. Mais sinon pour les joueurs, on pouvait pas faire ça. C'était un peu, on est un peu sadique, mais on n'a pas le droit malheureusement, parce qu'après les expressions de salle VR, ils nous tapent sur les doigts. Et du coup, donc, ça peut mal se passer. Oui et non. En fait, on essaye d'anticiper le plus de problèmes en amont, grâce aux tests, au QA notamment. Donc, on anticipe ces choses-là. Et en général, si ça se passe mal pour nous, mais pour les joueurs, ça passera bien.
Donc le seul truc qui peut mal se passer, ce serait en général s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui sont pas prévues, si les joueurs peuvent sortir de la map par exemple, ça c'est des gros problèmes. Mais ça c'est lié à tous les jeux vidéo en fait, c'est pas vraiment spécifiquement lié à la VR. Donc on a les mêmes problématiques que jeux vidéo, mais poussées à l'extrême parce qu'en fait on va y avoir tous les soucis en fait de comment est-ce qu'on affiche les choses, comment on fait comprendre, et quand le joueur joueuse, on s'entend, doit progresser dans le jeu, en fait, comment est-ce qu'on gère cette progression? Est-ce que c'est le jeu qui vient à nous, ou est-ce que c'est les joueurs qui doivent venir, enfin, entre guillemets, venir au jeu, c'est-à-dire eux-mêmes se déplacer, explorer et trouver les endroits où ils doivent aller pour continuer l'aventure et progresser en fait, parce que si le jeu vient à nous, c'est comme un Beat Saber en fait, on a juste à attendre que ça se passe et ça vient à nous, ou comme un Pistol Whip, je sais pas si vous avez vu. Oui, je connais le jeu. Voilà, et alors que nous, propagation Top Squad, c'est vraiment un petit côté exploration, du côté progression, et vraiment elle est très forte cette progression parce qu'en plus il y a des points d'intérêt qui font qu'on est attiré vers des endroits. Et on avait la problématique du X qu'on a résolue d'une manière super intelligente, et ça je suis très très fier de nous, de l'équipe, c'est qu'en fait les joueurs ils savaient pas s'ils venaient d'un endroit ou s'ils devaient aller dans cet endroit-là, parce que quand tu fais un couloir, en plus dans une ville tu peux te perdre. Bon, c'était assez linéaire quand même, il y avait juste des fois il y avait 2 couloirs mais c'est tout. Mais il y avait des fois les joueurs en fait ils savaient pas s'ils devaient aller là ou là. En fait ils venaient d'un endroit et du coup ils savaient plus, parce que quand t'as l'action, tu tires sur des zombies, tout ça, au bout d'un moment t'oublies d'où tu viens. Et donc on a trouvé une solution super smart, c'est qu'en fait on a lié tous les objectifs, donc les fameuses antennes dont j'ai parlé, on les a liés avec des câbles, et les câbles montrent des lumières qui se déplacent dans le câble. Ah, c'est le décor en quelque sorte. C'est ça. Et en fait le câble, on voit des petites loupiottes en fait qui se déplacent le long du câble et qui vont vers l'objectif suivant. Et des fois, quand on a du multipath, donc plusieurs chemins pour aller à la même antenne, et du coup le câble il se sépare en deux, et donc tu comprends que tu as 2 chemins pour aller au même objectif, et tu les vois après se relier ensemble. Et ça a marché tellement bien parce que c'est invisible en fait. C'est une solution du X qui n'est pas de l'interface. Et ça c'est très bien en VR parce que moins il y a d'interface, donc moins de choses qui viennent parasiter la vision du joueur avec des stats, des informations, des mini-cartes, des barres de vie, on n'a rien de tout ça. On a juste un timer qu'on a mis sur une montre, donc on a une interface diégétique. Donc les joueurs qui incarnent des soldats, des forces spéciales, ils ont juste à regarder leur montre pour savoir combien de temps il leur reste pour l'expérience. Et pour se déplacer dans l'environnement, ils savent où aller grâce à ce câble en fait, donc avec des loopers. Donc c'est ce qu'on appelle donc une navigation invisible. C'est littéralement suivre le sens du courant en fait. Exactement, c'est ça. Et donc on a résolu comme ça tous les challenges qui étaient liés à l'expérience. Et ce qui est marrant, encore une petite anecdote où je vais un peu flex quand même, parce que allez, vas-y, c'est ton moment. Je suis retourné avec des amis, c'était pour mon anniversaire, c'était l'année dernière, on était allé dans une salle VR. J'avais envie de leur faire tester un petit peu parce que voilà, j'ai envie de leur dire voilà, des expériences VR et tout en temps limité, ça peut être très cool pour une journée anniversaire. Et donc j'emmène mes potes à Dreamaway sur Lyon, et en fait donc on teste plusieurs expériences, et à la fin je demande est-ce qu'on ne pourrait pas tester propagation Top Squad. Et je regarde le mec qui était donc le réceptionniste, je lui fais en plus j'ai bossé dessus et tout, j'ai envie de le montrer aux potes, voilà, tout ça. On teste, il me dit voilà, expérience incroyable, ça. Et par curiosité, je demande c'est quoi votre expérience du moment la plus jouée, tout ça. Et il me fait c'est propagation Top Squad. Et je dis mais attendez, ça fait quand même plus de 2 ans qu'il est sorti le jeu, là, c'est de 3 ans même je crois. Et c'est toujours le jeu qui est en tête de liste. Et du coup je me dis on a vraiment fait un truc incroyable, c'est que même 3 ans plus tard, ça reste quand même un des meilleurs jeux joués en salle d'arcade, et je sais pas, je me suis dit mais en fait on a vraiment bien fait vraiment c'est une expérience sur mesure pour les opérateurs de salles d'arcade. C'est exact. En fait, ça coche toutes les cases de ce qu'ils ont besoin. Et ce qui fait qu'une expérience est réussie pour des non-joueurs, pour des gens qui viennent souvent pour un one-shot, quoi. En fait, si je résume bien, des bons ingrédients si on veut faire un bon jeu VR de salle d'arcade, c'est quelque chose d'accessible même pour la grand-mère qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, qui soit de 1 à 8, et qui soit vraiment simple d'utilisation, et en même temps qu'en 20 minutes il se passe plein de choses, qu'on alterne plusieurs phases, exploration, etc. En fait, le plus important en VR, c'est que tu as la sensation de voyager, de voir des choses. Surtout quand c'est ta première expérience, donc effectivement si tu veux mettre ta grand-mère dans un jeu VR, autant lui montrer des choses intéressantes. Après tirer sur des zombies sanguinaires, je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour une première expérience. À tester, peut-être que ta grand-mère appréciera. Écoute,
je ne peux que l'inviter à essayer. Et mais effectivement, donc ce que tu as dit est vrai. Après, c'est vrai que chaque expérience est différente. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu veux faire un jeu pour les enfants, bah tu fais une expérience taillée pour les enfants. Et en fait, c'est ça en UX design qui est super important, c'est l'empathie d'une part et ta capacité à te mettre à la place des gens. Bon, du coup, compliqué de me mettre à la place des enfants pour savoir comment ça marche, mais en gros, tu simplifies tout. En fait, tu vraiment t'enlèves toutes les couches de complexité. Et t'essayes de rendre tout diégétique et simple. En fait, tu fais pas des systèmes compliqués où ça va mettre 1000 ans à expliquer comment ça marche, tout ça. C'est pas un jeu de gestion. Ça va être vraiment une expérience simple, efficace, facile à prendre en main. Vraiment, la prise en main, super important parce qu'en fait, ne serait-ce qu'utiliser le matériel, c'est compliqué. Parce que les gens, nous, voilà, on est des gamers, on sait comment ça marche, on tient des manettes régulièrement. Les gens normaux entre guillemets ne le font pas, donc ils savent pas comment ça marche. Et donc quand tu les mets avec des manettes et des boutons, il faut utiliser le moins de boutons possible et surtout recycler, donc réutiliser les mêmes boutons pour peut-être d'autres interactions, aller au plus simple et rendre le plus naturel, le plus intuitif possible en fait. Et là, tu as les ingrédients d'une bonne expérience pensée pour le grand public. En fait, tu as finalement un peu une profession de l'ombre, dans le sens où si ton travail il est bien fait, les gens ils vont pas tellement bien le remarquer, ils vont juste avoir une expérience de jeu, ce qui est déjà énorme, très fluide, etc. Et ils vont l'apprécier. Et si ton travail il est pas bien fait, en fait, c'est là où on va dire oh là là, il y a plein de bugs, c'est mal fait, et on n'est pas bien dedans. C'est un métier ingrat. C'est ça. C'est comme en médecine en fait, ou comme les assurances en fait, tu te rends compte que t'en as besoin que quand ça marche pas. Ouais, la comparaison, donc, je pensais pas qu'on allait glisser autant. Voilà, rien à voir, mais oui, en gros, en fait, tant qu'il y a pas de souci, c'est normal. Tu vois, les gens, c'est acquis. Donc, contrairement à la médecine, tu tues pas des gens si jamais tu te rates. C'est déjà un bon point. Tu les traumatises. Non, mais tu peux les rendre malades. Tu fais de la clientèle au médecin. Voilà. on va penser à des partenariats. Mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un partenariat vers un médecin, franchement Moi, ce serait mon rêve de rendre les gens malades exprès pour qu'ils aillent chez le médecin et qu'ils se plaignent et on leur dit ouais mais t'as signé, c'était marqué dans le jeu en tout petit que c'était pensé pour ton malade. Un jeu de centrifugeuse. Voilà, on va faire ça. Mais let's go en fait, ça va être incroyable. Moi je signe pas, je sais ce que c'est. Je peux. Et c'est mon petit carnet personnel de designer. Je trouve que tout bon designer devrait avoir un petit carnet où il prend ses petites notes et il fait des petits schémas et tout. Et en fait, c'est exactement ce que j'essaie de faire en fait depuis les études. Et donc c'est un carnet qui m'a été offert en cadeau par une personne qui m'est très chère. Et depuis en fait, je fais mes petites recherches à l'intérieur. Donc en fait, je peux montrer peut-être. Tu as eu la présence d'esprit de nous prendre un carnet qui est beau à l'extérieur aussi, parce que j'ai vu des carnets de designers en pire état que ça. Oui. En fait, j'en ai d'autres aussi, mais ils sont plus moches. Ils sont vraiment pas montrables et vous serez dit, mais pourquoi ils montrent ça? Alors que celui-là, c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Et en fait, voilà, quelques petites recherches. Donc ça, c'est par rapport... Bon, c'est confidentiel, hein, par contre. On va flouter ça à l'image. Mais en gros, voilà, donc des petites recherches, des annotations, des trucs. Et en fait, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de poser les idées... de vraiment ne pas s'éparpiller, pas aller dans toutes les directions. Et les schémas, en fait, je trouve ça incroyable quand t'es designer. C'est vraiment tu fais des choses logiques, en fait, parce que moi, en tant que game designer, j'utilise énormément le rational game design. Je sais que tous les game designers ne le font pas, parce que chacun a ses propres méthodes, j'ai envie de dire. Mais moi, mes méthodes, c'est vraiment du rational. Donc, j'essaie de poser un peu les conditions, les contraintes que je veux. Les profils de joueurs auxquels je veux correspondre. Donc, pour ceux qui connaissent, petit point technique. Donc, par exemple, la taxonomie de Bartle, où tu as les différents joueurs, donc Achiever, Explorer, Killer, Socializer. Et donc, ton expérience, comment tu la penses pour ces joueurs-là, pour leurs attentes, leurs envies et leurs expériences passées, en fait. Donc là, tu te dis, OK, mon expérience, j'ai envie que ça fasse écho à telle chose qu'ils peuvent déjà avoir. Donc, c'est ce qu'on parlait notamment de consistance et d'expérience de jeu. C'est qu'en fait, il y a des moments où, en fait, tout simplement, ton jeu ne pourra pas plaire à tout le monde et c'est pas le but. Parce qu'on fait pas un jeu pour tout le monde, on fait un jeu pour une cible. Et donc, c'est ça qui est super important et qui est vraiment la problématique la plus importante, une des problématiques les plus importantes d'un designer, je pense. C'est vraiment correspondre à une cible et ne pas faire un produit pour tout le monde. Et donc, c'est là où, moi, du coup,
je fais mes essais, je fais mes tests et en fait tester un peu sur papier aussi mes mécaniques, mes systèmes et voir comment ça va fonctionner, comment est-ce que ça va se goupiller ensemble et avoir une bonne synergie entre les différents systèmes et faire en sorte que ton expérience soit vraiment bien pensée du début à la fin et essayer d'anticiper toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir. En fait, t'as beau à la base c'est de l'ordinateur, tout se déroule dans le jeu, etc. Mais en fait, la base de la base c'est que tu l'écrives quelque part, que tu en fasses des dessins, que tu oui. Il faut. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir aussi la masterclass de Will Wright, donc créateur des Sims, pour ceux qui savent, qui lui, il travaille pareil en fait. Il fait énormément de schémas et tout sur des tableaux, des carnets, des trucs. Il fait ses systèmes et c'est comme ça en fait que tu réponds aux problématiques. Effectivement, comme tu dis. Ça permet de mettre sur papier, c'est de là que ça part en fait. Donc tu as tes idées en tête, mais tu vas finalement perdre plus de temps sur le long terme si tu les mets directement sur ordinateur. Parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'auras pas pensé, parce qu'il y a des choses où tu vas peut-être bâcler ta réflexion et du coup tu vas aller trop vite dans ton process de design sans avoir validé les points, sans avoir même mis sur papier les points que tu veux valider. Tu vas juste te dire tiens j'ai une idée de jeu, on va faire ça comme ça, mais tu vas pas penser à tout ce que ça implique et tout ce que tu peux faire pour soit l'améliorer ton idée, soit éviter les problèmes qu'elle peut apporter auxquels tu n'as pas pensé. Ok. Super intéressant. Et on va passer un peu aux dernières questions. Est-ce que tu as un conseil ? Là, imaginons, ça a inspiré des gens. Imaginons, il y a des gens qui veulent se lancer en UX UI ou en game design. Si tu as un conseil à leur donner, ou un ou deux, qu'est-ce que ce serait ? Plusieurs conseils, ouais. Déjà, allez voir les personnes vraiment emblématiques du milieu qui font ça. Donc, Celia Odent, qui a d'ailleurs sorti 2 bouquins très bien sur la psychologie des joueurs. Allez voir également Renaud Forestier, donc directeur UX chez Ubisoft Montréal. Je sais pas s'il y est encore, mais bref. Et donc lui aussi, il fait des conférences, il explique et tout. Donc lui, ça va être vraiment toute la partie game feel. On n'a pas beaucoup parlé, mais très important également tout ce qui est lié au game feel. Donc ça, le game feel, c'est vraiment le mix entre game design et UX. Donc ça va vraiment la sensation de jeu, comment est-ce que tu rends ton jeu juicy, intéressant, donc ça s'appelle le jus du jeu. Également tout ce qui va être signe, feedback. Donc là également des aspects un peu plus techniques, mais donc signe, comment on va faire comprendre qu'une action va arriver, feedback, comment on fait comprendre que l'action est arrivée, et également tout ce qui va être propre à l'affordance et aux signifiers. Donc l'affordance, c'est comment est-ce qu'un objet, un environnement va communiquer sa propre utilisation. Donc par exemple, l'exemple le plus basique, c'est une poignée de porte. Comment est-ce qu'on l'utilise pour ouvrir une porte ? Comment elle est pensée pour interagir avec ? La question de la porte qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Exactement. Et il y a 10 000 façons de faire une porte, mais ça va dépendre du contexte et de l'utilisation que tu veux en faire. Et dans les jeux, c'est pareil. Comment est-ce que tu vas communiquer l'utilisation d'un objet, d'une mécanique de jeu ou d'un élément de propre à ton environnement ? Donc ça, c'est plutôt les problématiques game art. Et tout ce qui va être signifiers. Donc signifiers, c'est les éléments visuels qui vont amplifier l'affordance d'un objet. Donc tout simplement, dans les jeux, tout le monde connaît les barils d'explosifs. Et ils sont rouges, donc ça les gens ils le savent. Donc ça c'est l'affordance. Et le signifier, ça va être éventuellement un petit sticker avec une icône d'explosion dessus. Ok. Donc tu viens amplifier l'affordance de l'objet. Moi, j'avais juste une remarque éventuellement à faire sur ton petit carnet. C'est impressionnant parce que il est rempli de partout en fait, mais je sais pas si les gens ils ont pu bien voir à la caméra. C'est hyper organisé en fait. C'est-à-dire qu'on voit, t'as tes petits schémas, tout est bien à sa place. Il y a quelque chose de non confidentiel qui peut être montré à la caméra. Ouais, en vrai, de toute façon, les gens ils n'arriveront pas à lire. Hop là. T'as l'écriture de médecin, donc ça passe. Voilà, c'est ça. Donc, je montre là-haut, je sais pas si on voit bien, sinon je montre en me penchant devant Liam au milieu. Donc voilà. Après, il faut savoir que je travaille un peu de manière un peu sale, c'est que j'écris partout où il y a de l'espace en fait. Des fois, j'écris en diagonale, tant que tu t'y retrouves. C'est le bordel du créatif, j'ai envie de dire. Donc voilà, on voit qu'il y a des petits dessins, des petits schémas. Enfin, c'est très carré. Et t'as une très belle écriture d'ailleurs. J'en profite au passage. C'est une vraie écriture d'artiste en fait. Ça fait artiste de BD qui écrit dans les petites cases. Donc c'est assez rigolo quoi. Je te passe également le Graal. Je regarderai. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as d'autres passions qui permettent d'alimenter un peu tes compétences ou tes casquettes un peu Ouais, alors en fait, quand tu es designer, tu t'intéresses un peu à tout. Après, évidemment, là, on parle plus de passion. Donc, c'est ce que j'aime vraiment en particulier à côté du jeu vidéo. J'aime beaucoup m'intéresser aux nouveaux médias.
J'aime beaucoup tout ce qui est film interactif, tout ce qui est VR, tout ce qui est mixed reality, réalité augmentée, tout ça. En fait, je m'intéresse vraiment aux nouvelles technologies. Comment est-ce que c'est en train d'impacter le monde. Et je m'intéresse justement à tout ce qui est innovation, tout ça. Donc, je regarde énormément les produits tech, les trucs comme ça, un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui arrive sur le marché, comment ça fonctionne et comment est-ce que on va pouvoir en faire des choses intéressantes plus tard. T'as dû t'intéresser à l'IA forcément. Ah bah oui aussi. Je trouve c'est vraiment un sujet passionnant parce que ça crée beaucoup de discorde entre les gens, entre les artistes qui sont foncièrement contre l'IA, et je peux comprendre à raison, mais d'un autre côté, faut aussi se rendre compte que c'est quelque chose qui est un peu inarrêtable. C'est là et il faut aller. C'est là qu'il faut vivre un peu avec. Donc je pense que c'est des choses, c'est plein de problématiques intéressantes. Donc évidemment moi qui m'intéresse aussi, et après donc voilà tout ce qui est VR, et je m'intéresse aussi beaucoup tout ce qui va être en fait design digital. Donc moi, comme je suis graphiste un peu de base, je suis un peu aussi amoureux de l'image. Donc tout ce qui va être graphisme, affiches, site web aussi, je m'intéresse beaucoup. Je vais souvent sur le site Awards et tout pour regarder un petit peu les sites tendances, les trucs comme ça, comment c'est fait. Et ouais, en fait j'aime les belles choses, donc je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui est art moderne, contemporain. Bon, je sais que contemporain, ça sonne un peu, beaucoup de gens qui aiment pas, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Donc voilà, peu l'art en général, on va dire, beaucoup de musées, d'expos, tout ça. Enfin, en fait, j'essaie de puiser de l'inspiration partout où je peux. Donc voilà. Pour terminer, est-ce que c'est quoi un peu tes prochains objectifs, ou projets? Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Ouais, alors justement là je me lance pleinement dans l'aventure entrepreneuriale plus en ce moment, parce que voilà, ça fait quand même déjà depuis plus de 3 ans que je suis freelance, mais là je suis en train en fait de monter vraiment ma société avec mon équipe et tout ça. Enfin on travaille sur un nouveau projet, et donc j'ai envie de tester en fait, de me dire vraiment jusqu'où est-ce que je peux aller. Et en fait là vraiment le prochain challenge, ça va être de monter la société, monter un projet moi-même, donc avec tout ce que ça implique, donc financement, gestion de projets, d'équipe, avec la vision créative qu'il va y avoir avec. Travailler en équipe justement là-dessus, avec beaucoup plus de responsabilités que ce que j'ai en tant que freelance. Que quand t'es freelance, t'arrives et tu réponds à une demande, une mission avec des contraintes prédéfinies, alors que là tu dois te définir toi-même tes contraintes par rapport à ton propre projet, ne pas faire du hors scope et tout. Donc vraiment sacré challenge, et en fait j'avais envie de me lancer là-dedans. Et à côté en fait voilà, d'autres missions freelance également, continuer avec Periple Studio, donc Tales Up également. Et pourquoi pas d'autres missions freelance à côté, mais vraiment ça pour moi c'est mon focus principal maintenant, c'est vraiment faire mon propre jeu, parce que j'avais un petit peu cette frustration de ne pas avoir fait mon propre jeu depuis un moment, et donc j'avais envie de me lancer. Finalement amoureux de l'image, mais aussi amoureux du travail, parce que t'es pas prêt de revenir à 35 heures par semaine. Ouais, non, les 35 heures par semaine, j'ai de jamais les revoir, je pense, mais en vrai c'est pas un souci, parce que je pense que quand tu aimes ce que tu fais, en général tu comptes pas tes heures. C'est ça. Mais c'est surtout en fait faire ce que tu aimes, et aussi t'épanouir là-dedans, faire des trucs intéressants, avoir des challenges en fait qui te poussent un petit peu plus à chaque fois à aller voir d'autres choses, à pas tout le temps rester dans ta zone de confort. Et ouais, là j'ai l'impression que c'est que ça en fait. Là vraiment on est totalement sorti du confort total. Là c'est vraiment l'inconnu dans lequel on se lance, et je me dis si ça marche tant mieux, si ça marche pas c'est pas grave, parce qu'en fait ça aura quand même été une sacrée expérience. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé, c'était super intéressant. Merci également de mon côté, c'était un échange qui était très enrichissant, j'ai appris plein de choses. Merci à vous, super chouette de vous avoir aussi ici, d'avoir pu discuter, donc ça m'a fait plaisir d'être là. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez passé un bon moment. On tient à remercier encore une fois le Puzzling qui nous ont gentiment accueillis. On remercie la régie ainsi que Alex, Sève, bien évidemment l'animatrice et moi-même avec qui on a préparé les questions. Et encore une fois, Alex, d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment. Non. C'était... Mince, c'est terrible ça. Eh ben écoutez, c'était bien In The Game et à très vite.